Donc nous allons entrer maintenant au cœur de notre sujet, donc l'avenir de l'expertise à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors non pas uniquement sous l'angle technologique, mais bien aussi dans ses dimensions humaines, industrielles et organisationnelles. Et pour ouvrir donc cette séquence, nous allons accueillir Antoine Couret, qui va nous apporter son éclairage prospectif sur la transformation de l'expertise face à l'IA. Alors pour vous présenter là aussi en quelques mots Antoine Couret, qui est président d'Alonia, fondateur du Hub France IA. Il est donc entrepreneur de la tech française et fondateur du Hub France IA et donc de la société Alonia, qui est une plateforme SaaS souveraine dédiée à l'industrialisation de l'intelligence artificielle et de l'IA générative en particulier. Il œuvre à rendre l'IA accessible, sécurisée et aussi frugale pour les entreprises industrielles, avec l'ambition de bâtir une technologie européenne, résiliente et compétitive. C'est un entrepreneur engagé pour une IA industrielle souveraine, et il va nous apporter tout de suite une vision prospective sur la transformation de l'expertise par l'intelligence artificielle. Je te laisse le micro. Du coup, là, ces micros-là fonctionnent maintenant ou... Ouais, ok, merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, je suis un petit peu plus loin que vous du monde aéronautique et espace, même si au tout début, j'ai bossé à la SEP à Vernon sur les moteurs Vulcain, donc ça date un petit peu. Il y a plusieurs générations qui sont passées depuis. Effectivement, l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager les évolutions IA. Puis la question qui m'a été posée, c'est quel avenir de l'expertise à l'heure de l'IA. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais ça va venir assez vite. Juste pour présenter rapidement, donc effectivement, j'ai monté le Hub France IA il y a 7 ans. On a contribué notamment à la rédaction du rapport Villani sur la mission IA. Et puis le Hub continue à travailler à la fois en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a également une association au niveau européen à Bruxelles, sur, disons, le développement, l'appropriation de l'IA par à peu près partout, à la fois dans les entreprises. On a 300 membres qui viennent d'entreprises, d'académiques et de start-up technologiques, mais également au niveau des formations, notamment l'appropriation, on en parlait pendant la pause, l'appropriation par les plus jeunes d'envie de faire des maths et de l'informatique. Ça a été moins cité, mais je vais en remettre une petite couche tout à l'heure, qui est particulièrement importante dans le monde de l'IA. Alonia, nous, on est effectivement une société de logiciels. On développe des plateformes qui permettent d'entraîner des modèles et de les passer en production avec une architecture agentique, puisque c'est pas uniquement la mode, c'est aussi ce qui est en train de se mettre en place et ce qui est en train de transformer, disons, les architectures informatiques, que ce soit les architectures informatiques support, métier ou industrielles. Voilà. Aujourd'hui, donc, on travaille beaucoup en R&D. Donc pour introduire, j'ai deux petits slides d'introduction du sujet de quelqu'un que vous connaissez sans doute pas, mais qui est sans doute un des plus influents dans le monde de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Léon Bautou, qui est un Français basé dans la Silicon Valley depuis très longtemps, qui a travaillé avec Yann Lequin. Les deux ont également eu comme maître de thèse Françoise Soulier-Fogelman, qui est la conseillère scientifique du Hub et qui nous accompagne depuis 7 ans, qui est également moins connue, mais qui est par une cheville ouvrière de l'IA française. Léon a publié, il n'y a pas très longtemps, un retour d'une conférence qui est pas mal connue dans le monde de l'IA, qui est la ICLR de l'année dernière. Et je vous ai juste extrait quatre thématiques pour vous montrer la diversité et qui va un peu, disons, être le fil rouge de ce que je vous présenterai derrière. Dans les principes fondamentaux de l'IA, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a une forte diversité. Parce qu'évidemment, depuis 3 ans, tout le monde parle de l'IA générative avec ChatGPT, mais l'IA a beaucoup d'autres facettes, et notamment l'intégration dans l'ingénierie ou dans le monde industriel nécessite beaucoup d'autres facettes, on en parlera après. Donc c'est ces principes fondamentaux et cette pluralité de l'intelligence artificielle si on veut en faire quelque chose. Deuxième sujet, c'est la partie comprendre l'IA en bas à droite. C'est
aussi comprendre la cognition humaine. Donc c'est quelque part le processus d'apprentissage que nous avons notamment, comme vous le savez, nous sommes des êtres cognitifs mais aussi multisensoriels, ce que n'est pas une IA, puisque une IA n'a pas de capteur, n'a pas de ressenti, n'a pas de perception de l'audience, n'a pas tout ça. Et ce qui explique en partie pourquoi aujourd'hui nous ne comprenons pas pourquoi les large language models, que vous utilisez sans doute à peu près tous au quotidien, fonctionnent. Voilà. Donc il y a encore plein de mystères aussi dans le monde de l'IA et dans les évolutions qui vont venir. Le deuxième sujet, c'était comme c'était IA et expert, la question c'est qu'est-ce qu'un expert? Alors j'ai fait assez court, je suis désolé, ça saute un tout petit peu, mais donc, ça a été très bien expliqué ce matin, donc je ne vais pas y revenir beaucoup. Pour moi, effectivement, c'est ce triptyque entre connaissances, savoirs fondamentaux, expérience, disons, le côté un peu plus phénoménologique de je m'approprie les choses, je les découvre, et après, j'en acquiers une vision critique de ma connaissance initiale et reconnaissance. Les trois riment pas mal. Reconnaissance, pas mal, on en parlait ce matin, sur le côté je suis reconnu par mes pairs, je sais m'exprimer. Il y a le côté pédagogique également qui va là-dedans. En anglais, ça marche pas mal aussi puisque c'est cognition, intuition and recognition. Donc ça marche dans les deux langues. Donc ça m'a voilà, interpellé et amusé de voir qu'on pouvait avoir une vision de l'expert relativement simple. J'irai un petit peu plus loin après. Donc pour répondre à la question tout de suite, comme ça, comme j'avais que 20 minutes, ça ira plus vite. L'avenir de l'expert à l'heure de l'IA, c'est de devenir un expert IA en fait. C'est à peu près la seule réponse que je peux peut-être vous proposer ce matin. Alors vous allez évidemment me challenger, donc je vais peut-être dérouler un tout petit peu plus. Pourquoi? Je vais vous proposer de partir sur 4 exemples assez concrets de projets qui ont été réalisés dans l'industrie ou de projets qui sont, disons, au démarrage, enfin, dans des étapes de recherche, disons plutôt au niveau entre 3 et 4 en ce moment, certains plutôt TRL 4-5. Le premier, c'est pourquoi c'est intéressant pour l'industrie. C'est un domaine de l'IA qui est peut-être un petit peu moins connu, qui vient de la recherche opérationnelle qui a démarré dans les années 70. C'est la capacité, je vais le mettre en image, c'est plus facile, c'est la capacité à, disons, explorer rapidement, largement, un espace de possible, ce qui est clairement utilisé dans les LLM. Là, c'est un exemple dans le monde de la logistique. Ce qui est aussi très intéressant dans le monde de l'ingénierie, quand vous concevez des pièces ou autres, évidemment, il y a une pièce initiale et puis vous lui mettez pas mal de contraintes qui peuvent être là, contraintes mécaniques, thermiques, résistance, résilience, résistance à la déformation, etc. Et donc, après, vous allez pouvoir souvent faire bouger un petit peu ces contraintes-là pour voir si ça tient à la charge, pour explorer les cas limites, voir si on peut optimiser le coût le coût de la pièce ou le coût de production ou la simplicité de fabrication, optimiser la maintenance, etc. Donc vous avez besoin d'explorer, même à partir d'un endroit, un champ des possibles assez important. L'IA permet ça et permet de... Voilà, c'est les petites montagnes là, que je vous ai exprimées là qui sont une vision en 3D, mais évidemment ça s'explore sur à peu près autant de dimensions qu'on veut permet d'explorer très rapidement un ensemble de possibles, donc en faisant varier des contraintes et avec une fonction objectif. Et ça, qui peut également être très rapide. Si je reviens juste sur ce qui est en bas à gauche là, on a des modèles qui tournent en quelques minutes, qui vont explorer 10 puissance 20 possibilités, donc c'est quand même relativement important, et donc qui permet de se forger aussi une contribution à l'intuition de l'expert, puisque ça, c'est quelque part une façon de voir dans quelle, disons, limite de paramètres une pièce ou un système peut fonctionner. Et ça marche, et ça peut faire gagner 25 à 40% de temps ou de coût, suivant les sujets sur lesquels on l'utilise. Deuxième sujet, qui est plutôt un sujet sur les systèmes critiques. Donc là, je vous montrerai un exemple dans le monde du nucléaire.
Là, c'est ce qu'ils appellent dans l'IA, alors ça c'est un peu plus récent pour le coup, donc ça évolue même encore très récemment, ce qu'ils appellent la thématique des modèles adversariaux. Un modèle adversarial, c'est pareil, c'est plus explicite dans le deuxième fichier, dans le deuxième slide. Donc vous voyez modèle 1, modèle 2, en fait vous prenez le même dataset, vous tirez aléatoirement, bon, évidemment il faut pas mal de données quand même, vous tirez aléatoirement plusieurs jeux de données, et vous allez construire 2 modèles à partir de cela, et après vous faites travailler un modèle contre un autre. Pareil, enfin, ce matin, on parlait avec quelqu'un d'autre des sujets d'hallucination. Ça, c'est par exemple, dans la partie IA générative, c'est ce qui permet de réduire le nombre d'hallucinations par une méthodologie qui s'appelle LLM as Judge. C'est-à-dire que vous prenez un modèle, vous faites générer des réponses, donc celui que vous allez utiliser, prenez un plus gros qui va être plus intelligent, etc. Vous mettez les deux à lutter l'un contre l'autre, et en fait, progressivement, vous allez arriver sur un équilibre qui permet de réduire le taux d'hallucination des modèles. Là, c'est un exemple beaucoup plus pragmatique dans l'industrie, dans le nucléaire, réduction du temps de maintenance sur les tubes de génération de vapeur, qui sont évidemment des zones où on peut assez peu aller. Et donc, avec une complémentarité, là, il y a 2 aspects. D'un point de vue mathématique, il y a un de l'analyse de données structurées avec les données des sondes, donc les séries temporelles, et 2, une analyse d'image avec annotation. Donc là, on a une double approche avec à la fois 2 types de modèles qui vont se compléter pour s'enrichir mutuellement, et après une approche adversariale qui va permettre d'augmenter le niveau de fiabilité. Et ça a permis de la même façon d'atteindre, disons, 100%, d'être sûr à 100% sur 70% des zones concernées. Il y a 15 mètres de tubes à analyser, donc c'est un peu long. D'être sûr à 100% qu'il n'y a pas de défaut, en fait. Donc ça, ces tubes-là, par exemple, ils sont analysés par 2 experts qui mettent à peu près 15 ans à être formés. Donc c'est assez long quand même. Et puis il y a pas mal d'enjeux de fiabilité. Là, si on est en cours de qualification chez EDF, si vous réussissez à avoir 70% du tube, où vous mettez un expert et une IA, parce que vous n'enlèverez jamais un expert dans ces thématiques-là, vous gagnez à peu près 35% de productivité dans des domaines de maintenance qui sont particulièrement importants, tendus en termes de personnes, d'une part, et puis quand il y a la moitié des réacteurs qui sont en maintenance, ce n'est pas terrible pour la production d'énergie en France. Troisième exemple, là, peut-être plus classique, enfin disons que vous voyez un peu plus au quotidien, qui est la partie LLM, et donc de plus en plus, on va aussi vers des LLM spécialisés. LLM spécialisés, on est toujours sur les mêmes thématiques, comment fonctionne l'IA, on lui donne des données. Là, quand on entraîne un LLM, on a ce qui s'appelle une fonction de loss. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum la différence entre ce que produit le LLM et le corpus connu, en fait. Et donc, en fait, on va avoir une fonction qui disons, mathématique, qui calcule la distance entre les 2 espaces, qui peuvent être très importants, et on va réduire cet espace-là pour faire converger le modèle. Quand on fait ça, en fait, on peut de plus en plus aller vers des corpus de données. On va intégrer, par exemple, l'ensemble des documents d'ingénierie de la filière aéronautique, et on va avoir un LLM qui est spécialisé en aéronautique. Voilà, typiquement en ce moment, il y a des modèles qui sortent pour intégrer l'ensemble des papiers de recherche du monde entier. Ça permet d'avoir un accès direct plutôt qu'avoir à aller se balader sur tout le site archive.org, sur lequel il y a 3 millions de papiers, plus une dizaine de sites où vous pouvez monter jusqu'à une centaine de millions de papiers de recherche. Vous avez tout dans le même modèle, comme ça vous pouvez l'interroger, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est aussi une autre façon d'augmenter. Alors plutôt sur la thématique 1 de l'expert, donc la partie connaissance, ça donne un accès à la connaissance qui est largement augmenté, puisqu'évidemment, personne n'est capable d'aller chercher 3 millions de papiers de recherche et de trouver le bon en fonction de la thématique recherchée, de l'environnement de travail envisagé, et encore plus quand le papier est en chinois ou en arabe, parce que forcément, tout le monde ne parle pas le chinois ou le farsi. Donc voilà, ça permet aussi d'accéder à une connaissance qui n'était pas forcément accessible aujourd'hui. Et donc ça change cette thématique connaissance de l'expert pour augmenter sa capacité on parlait de curiosité de l'expert tout à l'heure, ça augmente encore la capacité de curiosité et de serendipity qu'on peut attendre d'un expert. Le dernier sujet, alors là, celui-là est un petit peu plus ardu. C'est ce sujet-là qui est plutôt dans des zones de TRL entre 3 et 4 en ce moment, qui est en train de monter progressivement.
Peut-être si vous suivez l'actualité de l'IA, vous avez entendu Yann Lequin parler des modèles, des world models, avec des architectures type GEPA. C'est des architectures qui sont encore à leur préliminaire. Donc Yann Lequin a une grosse aura, donc ça lui permet de lever pas mal de sous pour le faire. Mais on a parlé avec lui l'été dernier. C'est des architectures qui, disons, seront peut-être à peu près disponibles 2027, ouais, même 2028 plutôt. Disons en gros en 2028, ce sera peut-être au niveau de GPT-3, donc 2021-2022 à peu près. C'est juste pour vous donner à peu près le time-lapse entre les deux. C'est quoi ça? C'est le fait d'intégrer des lois de la physique dans des larges modèles. Quand vous demandez à ChatGPT si la pomme tombe, la pomme tombe. En revanche, ChatGPT n'a pas, si vous lui demandez ce que c'est la gravité, il va vous raconter ce que c'est la gravité. En revanche, ChatGPT ne connaît pas la gravité. C'est-à-dire qu'il ne, enfin, la constante G, il va la connaître, il va vous la décrire, mais il n'a pas conscience de la loi physique qui va derrière. Donc là, c'était un exemple simple. Évidemment, si on va sur des sujets que vous adorez dans le monde aéronautique et aérospatial, qui sont les PDE, donc les équations à dérivée partielle, ou les CFD, donc la partie mécanique des fluides, évidemment, c'est des sujets qui sont un petit peu plus compliqués d'intégrer la résolution d'équations à dérivée partielle ou de prédire un écoulement de flux en intégrant des lois de la physique dans les modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est ça qui est en train d'arriver avec ce que je vous montrais là dans le schéma un peu en bas à gauche, à la fois une approche d'IA d'une part et d'autre part le fait d'intégrer des lois de la physique. L'IA, comme la physique, c'est plein d'équations mathématiques, pas mal sur la partie probabilité, mais comme je vous le disais tout à l'heure aussi, sur la capacité à, disons, à calculer des distances. Donc calculer une distance, peut-être pour les plus jeunes, c'est pas uniquement faire calculer une distance entre deux espaces qui ont potentiellement 10, 100 ou 1000 dimensions. C'est une fonction qui est toujours un petit peu plus compliquée. Donc voilà, ces aspects mathématiques-là est très important. Je reviendrai sur la partie informatique après. Donc là, je vous ai mis deux exemples d'architecture de modèles qui commencent à arriver sur la résolution d'équations différentielles, donc à gauche. Comme vous le voyez, un, on encode la géométrie, deux, on rajoute les équations mathématiques, et trois, on crée un transformer. Transformer, c'est les modèles qui sont à la base des LLM, et un transformer qui va intégrer les deux, et donc qui va contraindre le modèle initial d'intelligence artificielle par des lois de la physique. C'est-à-dire que si vous lui demandez d'accélérer plus vite si un objet tombe et que vous lui demandez d'accélérer plus vite que G, il ne va pas pouvoir le faire. Potentiellement, un modèle de base peut vous dire que c'est possible parce qu'il va un peu halluciner et qu'il n'a pas conscience des lois de la physique. Bon, c'est pareil, un exemple simple. Deuxième thématique qui est dans le monde, plutôt dans la conception de pièces ou optimisation. Le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est optimisation de design de pièces. Dans le mode, vous avez les papiers de recherche qui sont en bas à gauche pour ceux que ça intéresse, en bas à gauche et en bas à droite, donc disponibles, enfin qui sont en train d'être étudiés dans le monde automobile et dans le monde aéronautique. Où on va, pareil, définir la géométrie, donc créer ce qui s'appelle les 3D point cloud, donc un ensemble de points qui définit la géométrie. De la même façon, on va intégrer un certain nombre d'équations liées à les mécaniques du fluide, y compris une façon d'intégrer les équations de Navier-Stokes d'une certaine façon. Et enfin, là, vous le voyez, c'est peut-être plus facile en bas à droite, c'est un profil d'aile, le petit point blanc là. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Là, ça marche. Donc sur ce schéma-là, en gros, c'est ce qui a été prédit. Là, c'est la cible et c'est la différence. Donc vous voyez qu'en intégrant en fait des équations physiques dans un monde d'intelligence artificielle, vous donnez au modèle une capacité de prédiction qui est assez bonne.
et qui va permettre en fait d'approcher la résolution d'équations du monde physique par des approches d'intelligence artificielle. Voilà, c'était pour vous. Enfin voilà, ça typiquement, ces sujets-là qui sont progressivement une étape vers ce qu'on peut appeler world models ou dans le monde industriel large judicial models. C'est les premières étapes qui sont en train d'avancer, qui, on en parlait aussi ce matin, ont un enjeu à la fois industriel mais aussi géopolitique relativement important. Par exemple, la Chine a déjà sur ce type de modèle-là, Huawei, des modèles qui font à peu près 800 milliards de paramètres. Eux, ils ont démarré il y a 5 ans. L'accès aux données est un peu facilité aussi. Disons que l'organisation de l'accès aux données est un petit peu différente en Chine, beaucoup plus complexe en Europe. Et donc, voilà, considérer que la Chine, là-dessus, a à peu près 3-4 ans d'avance par rapport à là où on peut en être en Europe, ce qui évidemment pose question, parce que vous comprenez bien que quand on va sur ces modèles-là, quelque part, on intègre une partie de la connaissance et de l'expertise, puisque quand on entraîne ces données-là, évidemment, toute la partie expertise, c'est-à-dire tous les données d'expérience qui ont pu être réalisées, y compris par exemple sur des crash tests ou etc., sont intégrées dans ces modèles-là, puisque c'est comme ça qu'on va réaliser la prévision. Donc c'est-à-dire qu'on va embarquer dans ces modèles-là à la fois de la connaissance et de l'expérience. Et il est évident que voilà, c'est un enjeu technologique, industriel, pour garder une forte compétitivité dans un monde où, côté industrie, y compris en Chine, ça va aussi extrêmement vite pour ceux qui s'intéressent le plus. Donc, c'est les modèles Huawei, j'aurais dû le mettre sur les transparents, c'est les modèles de Huawei qui s'appellent Pangu, P-A-N-G-U, et qui sont particulièrement intéressants à étudier. Voilà, pour synthétiser, pour répondre à la question qui m'était posée en partie, connaissance, expérience, reconnaissance, je pense que l'expert restera toujours un pilier fondamental de l'ingénierie et de l'industrie. Juste, son rôle va un petit peu changer, avec des compétences, comme vous l'aurez compris, puisque je l'ai pas mal insisté dessus, de la capacité à accéder à une connaissance relativement exhaustive, mais aussi avec de savoir intégrer des approches mathématiques qui sont un petit peu différentes, donc complémentaires à celles que, disons, un expert en aéronautique peut avoir. Il n'y a pas que de la mécaflux, il faut aussi apprendre, par exemple, à travailler sur beaucoup plus sur des fonctions de probabilité, sur la gestion de l'espace et plutôt de géométrie spatiale ou de knowledge graph ou de choses comme ça. Le deuxième sujet qui est la partie aussi, j'ai un petit peu moins parlé, mais vous avez vu, c'est pour ça que j'avais fait des schémas au fur et à mesure, qu'on va vers aussi un changement des architectures, à la fois des architectures de modèles, mais des architectures IT. Tout à l'heure, quand je vous dis qu'on peut qu'on peut explorer l'espace avec 10 puissance 20 possibilités en moins de 2 minutes, c'est parce qu'il y a aussi derrière beaucoup d'informatique, l'informatique à tous les niveaux. Donc, la façon de faire la mathématique qui sont dans les modèles a une influence sur le temps de calcul. La façon de répartir les données, la façon de lancer les calculs, de paralyser les calculs, de distribuer les calculs, tout ça, c'est des compétences qui sont extrêmement complémentaires à l'approche mathématique. Parce que si vous ne les avez pas, plutôt que de mettre 3 mois ou 6 mois à entraîner des modèles qui font 100 ou 200 milliards de paramètres, ben en fait, ils ne vont jamais s'entraîner. Parce que ce sera trop long, parce que vous aurez trop de redondance, et du coup, ça ne marchera pas. Et donc, comme Martine m'avait dit qu'il y avait aussi pas mal d'étudiants que je vois dans la salle, si j'ai peut-être une petite suggestion pour vous, marchez toujours sur 2 pieds, mathématiques et informatique. C'est moins valorisé clairement en France et en Europe, beaucoup plus aux États-Unis, mais la computer science est une thématique qui est très peu mise en avant, mais qui est fondamentale si vous voulez réaliser, disons, si vous voulez devenir l'expert de demain. Et vous voyez, il y a un seul mot qui n'a pas changé, c'est qu'il y aura toujours la reconnaissance, elle sera juste un petit peu différente. Merci beaucoup. Ah. J'ai oublié de passer ma slide pour la conclusion, mais je l'ai dit à l'heure. Alors, est-ce que dans l'auditoire, il y a des personnes qui ont des questions? Ah, Bruno, peut-être déjà. Oui, merci pour votre exposé. Et oui, effectivement, j'ai au moins 2 questions, une technique et de curiosité. Vous avez présenté pas mal de projets. Et dans les projets présentés, notamment, il y en a un où vous proposez de spécialiser un LLM, je pense le fine-tuning ou peut-être du RAG ou des choses comme ça. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est
quelle est la distillation, donc le petit modèle ou le plus grand modèle que vous utilisez comme base pour l'entraînement? Ou est-ce que vous reconstruisez complètement votre modèle à zéro? Alors, non, enfin, les choix qu'on a fait, c'est de ne pas reconstruire from scratch, de zéro. Alors, disons dans votre question, il y a pas mal de... C'est peut-être confidentiel. Hein, non, il y a pas mal de dire, questions. hein. Je vais essayer de faire une réponse simple. Vous parlez de petits modèles, donc les small language models, donc modèles inférieurs à peu près à 8 milliards de paramètres. Ça, vous pouvez entraîner un modèle from scratch. En revanche, c'est un modèle qui, pour le coup, doit être réservé à des experts. Parce que souvent, les petits modèles peuvent avoir une très bonne capacité. Sur petit modèle, il va se passer quoi? Vous allez mettre moins de données, il va explorer moins d'espace. Donc, en gros, il va être très intelligent à un endroit, mais très bête partout ailleurs. Donc, vous avez un fort risque, dès que vous sortez de cet espace-là, d'hallucinations très fortes, en fait. Et donc, ça marche très bien. Instadif fait ça. Des modèles d'expertise sur des sujets voilà, qui sont maîtrisés par un petit nombre de personnes qui sont très experts, qui sauront quand le modèle déconne, ça, c'est pas un problème. Pour répondre à votre question, on parle plutôt de modèles qui sont autour de 30 milliards de paramètres. Pourquoi ces modèles qui sont en général, qui ont déjà pas mal de capacités, donc ils sont relativement intéressants. Et après, il y a un autre intérêt, disons qu'il y a un intérêt d'industrialisation, c'est que aujourd'hui, en tout cas, c'est des modèles qui peuvent tenir sur un GPU. Donc c'est beaucoup moins cher pour inférence, enfin pour l'industrialiser. Et ils ont néanmoins ils ont un bon équilibre compétences, coût, déploiement. Voilà. Ça vous fait 120 gigabytes de mémoire de VRAM, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, ça tient ça peut même moins, on peut descendre à 80 gigas. Ouais, 96 on peut faire tenir ça sur un H100, en gros. Ouais, ok, alors on nous présente ici un petit modèle qui tourne sur RPI 5, processeur ARM avec 16 gigas de RAM. Il est en 3 milliards de paramètres. Et on se pose la question avec les étudiants, est-ce que l'IA de demain, ce ne serait pas de déployer l'intelligence sur des petites architectures éclairées par le soleil, qui ne consomment plus d'énergie que celle du soleil, et du coup, en répartissant avec de l'agentique, c'est-à-dire chaque petite IA et ses 3 ou 4 milliards de paramètres vont pouvoir finalement exécuter des tâches séparément, etc., quoi. Voilà l'idée qu'on se pose. On pourra en discuter. Hein. On peut en rediscuter. Enfin, là, je ne suis pas rentré dans les architectures de modèles, mais clairement, les architectures de modèles ont bougé depuis sur les 6-7 derniers mois, avec des approches. Avant, vous avez un gros modèle qui faisait tout, encore en gros, genre DeepSeek, mais même DeepSeek, donc DeepSeek R1, pour ceux qui le connaissent, 1700 milliards de paramètres, mais qui est en fait un modèle dans lequel il y a 34 modèles initiaux, donc les modèles d'en haut, les modèles de réflexion, donc qui vont répartir les actions, et 600 petits modèles en fait. Donc c'est cette approche-là, donc là c'est tout packagé, donc ça fait un méga truc. Cette approche-là disons de modèle, on voit bien une approche en 4 niveaux, un modèle qui va être quand même relativement compétent, qui va pouvoir répartir des actions. On a plein de petits modèles type agentique, effectivement, qui vont pouvoir être appelés. Et après, des modèles de réconciliation qui fournissent les réponses ou se connectent aux applications en fonction des sujets. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, là-bas. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une petite question, c'était justement pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à DeepSeek. C'est étrange puisque les modèles de DeepSeek, normalement, ils n'utilisent pas des modèles qui sont déjà existants, comme par exemple le GPT-5. Alors, j'ai pas bien entendu la question en fait. Les modèles de DeepSeek n'utilisent pas d'autres modèles qui sont déjà existants, comme GPT-5 par hasard, sur lequel il se base et sur lequel il fait des pistes d'amélioration? Disons qu'il y a une polémique géopolitique dans laquelle je ne rentrerai pas sur le sujet. Après, est-ce que DeepSeek a utilisé GPT-5, GPT-4, etc.
enfin, en gros, dans le domaine de l'IA actuellement, comme il y a une course effrénée, tout le monde vole des choses à tout le monde. Pour faire simple. Et voilà, vous connaissez peut-être sans doute le procès d'OpenAI avec le New York Times, qui n'est toujours pas résolu, sur le fait que OpenAI a piqué toutes les données du New York Times. Je viens d'apprendre très récemment qu'ils avaient aussi, ça je ne pourrais pas vous dire qui, mais qu'ils avaient également volé, qu'ils avaient également volé des données de très très grands médias français pour augmenter la qualité de leur modèle. Donc tout le monde s'inspire de tout le monde. Tout le monde utilise. Enfin, ça va. Voilà. Donc ça va très vite. On n'a pas le temps. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est une polémique ou pas. Et par ailleurs, sur la partie jeux de données, de toute façon, tout le monde utilise plus ou moins tous les mêmes jeux de données. Aujourd'hui, les jeux de données, c'est à peu près 15 000 tératokens, donc 15 000 milliards de mots. Comme ça par la personne, souvent je prends un exemple, alors, je ne sais pas s'il vous parlera, mais c'est l'équivalent d'à peu près 10 millions de Bibles. La Bible, c'est 1 million de mots, donc ça fait 10 millions de Bibles. Donc c'est quand même relativement conséquent. Donc tout le monde utilise ce corpus-là pour entraîner ses modèles. Et donc après, qui l'a volé à qui, comme ce corpus-là a été volé à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous vous positionnez dans une posture un peu plus scientifique, comme quoi il faudrait vraiment faire évoluer les modèles jusqu'au bout, à atteindre un potentiel, ou est-ce que vous êtes plus dans un aspect un peu juridique, c'est-à-dire qu'on devrait plutôt ralentir cette recherche afin de pouvoir mieux encadrer de manière juridique l'usage de ces modèles? Alors, comment répondre en 30 secondes ou en 1 minute? Il y a beaucoup de considérations dans cette question-là. Je vais faire une première réponse, une première partie de la réponse qui va être 100% objective, c'est-à-dire sans émotion, sans politique, sans rien. Ce qui n'est pas évident. Mais aujourd'hui, le principal sujet sur la question que vous posez, qui est la fiabilité du modèle, c'est que le modèle soit fiable pour pouvoir être utilisé au quotidien et encore plus fiable dans des mondes industriels. Donc quelque part, whatever la question, le sujet c'est la fiabilité. Pourquoi c'est important? On parlait du sujet un peu plus des 2 piliers d'Ouï-Gallois, économique et technologique. Aujourd'hui, on est dans une guerre technologique sans précédent qui se joue où l'ordre de grandeur, j'ai longtemps bossé dans les télécoms. Dans les télécoms, l'ordre de grandeur, c'était le milliard. Là, l'ordre de grandeur, c'est le 10 milliards. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est là-dessus. Et quand on parlait de réenchanter l'industrie, de redonner envie à l'industrie, etc., pour moi, ça, c'est des choses qui doivent redonner envie à l'industrie parce que le métier d'ingénieur et d'industriel est profondément en train de changer. Enfin, on parlait avec Laurent Tchefesto. C'est en train d'être... Enfin, ça va être dans les... je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais je rêverais d'avoir votre âge aujourd'hui. C'est parti pour 30 ans. Là. Enfin, on est parti pour 30 ans. Donc, c'est pour ça que je vous fais une réponse 100% objective. C'est si on n'y va pas, whatever les barrières, etc., dont je vais revenir, ce sera mon deuxième point, ça aura un impact énorme sur la compétitivité européenne. Où là, on parlait de 80 milliards de déficit extérieur français. Ce que je disais à Louis Gallois tout à l'heure en aparté. Le déficit numérique de l'Europe, c'est 265 milliards. Ça a été sorti par le CIGREF. Je pense même que c'est peut-être un peu plus supérieur. C'est l'Europe. La France, c'est un sixième. Donc, si vous prenez un sixième de 265 milliards, c'est plus ou moins 35 milliards. Donc, c'est-à-dire que dans le déficit des 80 milliards, vous avez 40% qui est lié au numérique. Et ça, vous n'avez pas encore vu la deuxième. Là, ce dont je vous parle, c'est la deuxième phase du numérique. C'est le numérique industriel intégré dans l'industrie. Et donc, si on n'y va pas, vous avez un risque de réduction de la productivité qui n'a rien à voir par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est la phase 100% objective, sans émotion. Deuxième phase, sur votre partie questionnement éthique, juridique, etc. Évidemment, dans l'œuvre foncière, on a toute une thématique éthique. On a largement contribué à la rédaction
disons, la plus équilibrée possible de l'AI Act, qui est le gros sujet de l'AI Act, donc qui est la réglementation sur l'intelligence artificielle, c'est l'équilibre protection-innovation. Protection des données, protection des citoyens, anti-hallucination, ce qui s'appelle un autre domaine qui s'appelle Safety AI, donc le fait d'éviter les attaques cyber sur des modèles d'IA. C'est-à-dire quoi? C'est l'ingestion de données dans les modèles qui perturbent et biaisent les modèles. Il y a tous les sujets des fake news, des deepfakes, de manipulation, de génération automatique, d'informations via l'IA, etc. Donc c'est un sujet qui est énorme. Donc, voilà, et pour autant, quand on dit protection, c'est aussi protection de l'environnement, enfin des emplois de demain en Europe. Donc est-ce que, qui est plutôt dans le domaine innovation, parce que pas d'innovation, pas d'emploi. Et donc l'équilibre à trouver entre les deux est effectivement quelque chose d'assez subtil, dans lequel effectivement en général on s'efforce le plus possible d'enlever la partie émotionnelle, parce que si on enlève la partie émotionnelle, on oublie que dans la partie rationnelle, le plus gros risque c'est de ne pas y aller dans l'évolution de la productivité européenne. Merci Antoine. Alors, s'il y avait d'autres questions, ce sera pour toi, mais pendant la pause déjeuner ou ailleurs. On doit respecter le timing. Donc, merci. Vous pouvez applaudir Antoine.